c'est nos routes de plus en plus dangereuses. Deux actualités qui n'ont évidemment rien à voir sont sorties, mais faut-il s'inquiéter des comportements de plus en plus dangereux. D'abord, l'animateur Christophe de Chavannes, et c'est le Parisien qui sortait cette information, qui relayait plus exactement même une information de La Montagne. Il sera jugé jeudi devant le tribunal correctionnel de Moulins pour conduire sous l'emprise de stupéfiants récidives. Après un contrôle routier réalisé cet été le 17 août dans l'Allier, l'animateur... Alors, est-ce qu'il a consommé ou pas de la cocaïne? C'est ce que je lis, mais est-ce que c'est avéré ou pas? Est-ce qu'il nie ou pas? Faut peut-être être assez prudent. Selon les informations de La Montagne, l'animateur a été contrôlé positif aux stupéfiants. Et il roulait à 120 km/h sur une portion limitée à 80, et il est en situation de récidive. Et puis, autre actualité, l'actualité cette fois d'un adolescent, Axel, 14 ans, il a été tué vendredi soir par un chauffeur alcoolisé, récidiviste dans le département de la Haute-Garonne. Axel rentrait de son entraînement de rugby à Lagardère-sur-Lèze en deux roues. Une violente collision a eu lieu. Le conducteur avait déjà été condamné pour conduite en état d'ivresse en 2022. Et on est avec Maître Rémi Joussaume, qui est avocat en droit routier. Bonjour. Monsieur Joussaume. Alors vous êtes, spécialisé dans le délit routier. Évidemment, ceux que vous défendez, à chaque fois, ce sont les conducteurs. Toujours des conducteurs, principalement et de plus en plus sous stupéfiants, effectivement, avec parfois l'alcool et l'excès de vitesse. C'est un peu le trio des infractions routières depuis quelques années. Bon, je connais évidemment le métier d'avocat, j'entends bien, mais ce jeune Axel, qui a 14 ans, qui rentre de son entraînement de rugby, vous imaginez, d'ailleurs, on ne peut pas imaginer, mais les parents qui apprennent que celui qui a tué leur enfant et quelqu'un qui était sous alcool, qu'en plus il est récidiviste, je vous assure, ça va au-delà de la colère, bien évidemment. Et les sanctions, je vous donne mon avis de citoyen, elles doivent être... pour moi, c'est criminel. C'est-à-dire que pour moi, c'est un homicide volontaire. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu prends ton alcool, quand tu as bu et que tu prends ta voiture, on a eu cette discussion je ne sais combien de fois. Oui, on l'a eu énormément avec l'homicide routier, donc bien sûr. Pour l'instant, il y a un blocage législatif. Alors assez étonnamment, l'infraction de tous les jours, elle est réprimée. L'alcool au volant, le stup au volant, le processus judiciaire marche plutôt pas mal. Il n'y a pas de laxisme judiciaire. On va vous prendre le permis de conduire rapidement au bord de la route, parfois à titre provisoire pendant plusieurs mois. Vous allez être jugé. Il n'y a pas de classement sans suite pour les infractions routières. L'exécution des peines, ça marche à 100%. J'ai pas un client qui n'a jamais exécuté sa peine. Et on a des peines automatiques, des peines obligatoires, donc des sanctions très dissuasives et qui marchent plutôt bien. Se pose ensuite le problème des récidivistes et des infractions qu'on pourrait effectivement criminaliser. Vous l'avez dit, moi je partage cette position. Je pense que quand on a fait le choix de boire, fait le choix de se droguer et fait le choix de conduire et qu'on tue quelqu'un, c'est très difficile de se réfugier derrière le caractère non intentionnel de son comportement. Mais là, il y a un processus intellectuel à avoir. Le Sénat, le garde des Sceaux de l'époque, Dupond-Moretti, refuse la criminalisation pour une raison, ça va encombrer les cours d'assises. Bon, donc cette réflexion, elle peut être menée. Maintenant, encore une fois, l'automobiliste, il est soumis à des peines totalement dérogatoires, des peines automatiques, des peines dérogatoires, de l'exécution provisoire. On a eu ce débat, mais l'exécution provisoire, moi tous les jours, je suis confronté à ces problématiques-là. Et j'ai souvent ce discours, le délinquant routier est plus maltraité que le délinquant de droit commun. Bon, deux ou trois petites questions pour que les choses soient claires. Aujourd'hui, si une personne tue n'importe qui d'ailleurs, et qu'il est sous le coup de l'alcool, c'est qualifié comment juridiquement? C'est un délit avec une circonstance, c'est 7 ans de prison. C'est un délit, c'est pas un homicide. C'est un homicide involontaire. Homicide involontaire, c'est qualifié comme cela aujourd'hui. Exactement. Et le maximum, c'est 7 ans de prison. C'est 7 ans avec une circonstance, 10 ans avec 2 circonstances. Bon, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 10 ans. Voilà. Bon, maintenant, effectivement, ça ne me paraît pour pas... être concret, ça ne me paraisse pas assez la peine puissant. moyenne prononcée, c'est 18 mois d'emprisonnement. Oui, mais ça me paraît évidemment qu'il faut changer la loi.
C'est-à-dire qu'il faut changer la loi, il faut peut-être que ce soit un homicide routier ou homicide volontaire, je n'en sais rien, mais surtout il faut que ce soit dissuasif. Faut que, il me semble, d'abord, est-ce que ce serait dissuasif? Vous qui êtes avec ces délinquants routiers, parmi les gens que vous avez défendus, s'ils savaient qu'ils risquaient, pourquoi pas, la prison 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que ça aurait, à votre avis, changé leur comportement? Alors pour certains, évidemment, parce qu'il y a encore une banalisation de ces comportements sur la route. On a même banalisé la drogue d'une manière générale dans notre société. Donc aujourd'hui sur la route, c'est le même phénomène. Je pense que, entre guillemets, pour le bon père de famille qui fait des excès le samedi soir ou en rentrant d'un rendez-vous boit plus que de raison, je pense que s'il sait qu'il encourt une peine d'emprisonnement réelle, effective, oui. L'autre piste de progression, ce sont des peines de prison effectives et courtes. Vous êtes commercial, vous êtes médecin, vous êtes chauffeur-livreur, vous savez qu'en cas de récidive, c'est 3 semaines de prison immédiatement. Peut-être que vous allez réfléchir à 2 fois. Bien. On va marquer une pause et puis j'ai des questions assez précises à vous poser sur l'état dans lequel vous met la consommation de l'alcool, on le sait. La consommation de cocaïne, je ne sais pas. Dans l'état dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un état où on perd ses moyens, où on n'est plus lucide pour conduire? Et pareil, lorsqu'on est sous stupéfiants de type joint, etc. Si vous pouvez nous apporter des réponses à ces questions-là, ça m'intéresse. Il est 11h56, on marque une. Nous sommes avec Maître Rémi Jossaume, avocat en droit routier. C'est toujours passionnant que vous soyez avec nous parce qu'on a tellement de questions à vous poser et ça peut nous concerner tous. D'abord, lorsque vous allez devant un tribunal, que vous avez été, par exemple, contrôlé à la fois aux stupéfiants ou pourquoi pas à l'alcool, est-ce que vous pouvez contester et nier les faits alors qu'il y a ces contestations qui ont été faites? Alors, les contester, bien évidemment. Après, il est vrai que le travail de l'avocat, c'est de s'assurer de la régularité de la procédure. Et lorsqu'on a des dossiers de stup ou d'alcool, c'est d'aller chercher également la procédure concernant le prélèvement, le dépistage, la bonne utilisation de l'appareil, et s'assurer en réalité d'une manière générale que la preuve de l'infraction est bien avérée. Et ça, c'est fait au moment où on est arrêté, par exemple, et l'alcool et les stupéfiants, oui. Ou c'est fait... Oui, c'est à ce moment-là. C'est immédiat. C'est immédiat, et le travail de l'avocat, c'est de vérifier cela. Et il y a, faut être honnête, un décalage très important entre le travail de la gendarmerie et de la police, et derrière, la régularité de ce qui a été constaté. Donc il y a effectivement... Parfois, il y a beaucoup de dossiers où simplement la procédure n'a pas été respectée, oui, vous avez gagné parce que la procédure... Je vais vous donner un exemple très simple, Pascal. Lorsque vous faites l'objet d'un prélèvement salivaire, c'est l'automobiliste lui-même qui doit se prélever. C'est dans les textes, c'est dans la notice de l'appareil, etc. Vous avez encore des dossiers, des procédures, je vais en plaider un vendredi, où c'est le gendarme qui a fait le contrôle. Et donc dans ces cas-là... c'est la nullité du contrôle. Là, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et on peut démultiplier cela avec d'autres exemples très techniques. Mais alors ce gendarme, c'est étonnant, il ne connaît pas la procédure, ce gendarme, j'imagine, c'est assez rare. Alors les gendarmes sont généralement plus rigoureux, d'une manière générale, sans stigmatiser les policiers, mais c'est un problème de formation, de compétences, et puis... C'est comme dans tous les milieux, vous avez affaire, c'est normal, à des spécialistes, à des avocats qui sont des techniciens. Et parfois même, les magistrats ne sont pas des fins connaisseurs. Lorsqu'on est arrêté et qu'on vous retire votre voiture, là, vous n'avez rien à dire. Alors là, ce sont des phases très compliquées de la procédure. Quand on vous prend le permis, d'abord le préfet peut vous prendre le permis jusqu'à 12 mois. On peut mettre en fourrière le véhicule jusqu'à l'audience. Ce sont des zones un peu grises. Mais là, j'ai un ami, par exemple, c'est pas un ami d'ailleurs, mon dentiste me raconte qu'il y a 3 semaines, il est sur l'autoroute, il dit c'est de ma faute, je suis un imbécile, etc. 185 à l'heure sur l'autoroute, ils lui ont enlevé sa voiture, il est rentré à pied, etc. Elle est en fourrière. Là, il n'y a rien à dire, il ne peut rien faire. Quand on lui enlève la voiture, c'est automatique. On ne peut pas discuter. On débattra de cela au moment de l'audience. Oui, mais en attendant, ce sont des mesures conservatoires. D'accord, la voiture, elle est partie et pour là, le moment, tu ne peux rien faire. Bon. Est-ce que lorsqu'on est sous cocaïne, quel effet se produit sur le conducteur? Est-ce que vous perdez votre lucidité, vous perdez votre agilité, que sais-je? L'alcool, je le sais,
je le sais, vous comprenez ce que je veux dire. On a tous parfois bu un verre, 2 verres, 3 verres, et on sait bien qu'on est moins lucide, que on a moins de réflexes, et évidemment on ne prend pas notre volant dans ces cas-là. La cocaïne, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, le dénominateur commun de toutes les drogues, c'est qu'elles ont un effet psychotrope, sur le principe. Alors, toutes les drogues n'ont pas les mêmes effets sur le comportement. En matière de consommation, d'usage de cocaïne, pour être très simple, c'est votre surmoi qui agit. C'est-à-dire que vous êtes totalement décuplé. C'est-à-dire que toutes vos capacités d'énergie vont être décuplées, de prise de risque vont être décuplées. Vous ne sentez plus la douleur, vous ne sentez plus la fatigue. Certains vous diront qu'ils ont des idées magistrales qui vont se révéler, etc. Donc c'est un produit qui est donc dangereux pour la conduite, puisque qui est forcément dangereux parce vous que décuplez vos forces. Parce qu'il y a une prise de risque et il y a un problème d'appréciation du risque. Et lorsque on a fumé un pétard, dans quel état est le conducteur dans ces cas-là? Il est assoupli, au contraire? C'est peut-être un peu l'inverse, c'est-à-dire que là c'est un effet de relaxation, d'apaisement, avec effectivement tous les réflexes et toute l'appréciation est ralentie par l'effet de la drogue. Mais ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'en fait on ne détecte que 4 classes de drogues. Et les toxicologues avec qui je travaille me disent qu'en réalité, il y a énormément de drogues aujourd'hui qui circulent, et notamment des drogues de synthèse, qui ne sont pas détectées. Alors, on détecte quoi? Alors, le cannabis, oui, la cocaïne, les amphétamines, les extasies, les opiacés. Voilà. D'accord. Tout ça réuni sous 4 catégories. Bon, vous êtes spécialisé dans le droit routier, mais vous ne faites que ça? Tous vos clients sont... C'est le seul sujet que vous traitez? C'est le seul sujet que je traite, et je peux témoigner que depuis effectivement à peu près 10 ans, il y a une explosion des demandes concernant la drogue au volant. C'est aujourd'hui quasiment l'infraction sur laquelle je me concentre. Et ce sont des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a un client type? Alors, il y avait un client type il y a quelques années. C'était souvent un jeune qui consommait du cannabis, mais aujourd'hui c'est monsieur tout le monde. C'est monsieur ou c'est madame? Alors justement, monsieur, madame pour certaines infractions, l'alcool, la vitesse. Pour la drogue, c'est principalement monsieur. Et toute catégorie socio-professionnelle. Moi, j'ai des dentistes, j'ai des chirurgiens, j'ai des joueurs de foot, j'ai des animateurs de télé. Des animateurs de télé? Oui, j'en ai quelques-uns. Et qu'est-ce qu'ils plaident devant le tribunal? Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez de plaider? Écoutez, soit il n'y a rien dans la procédure et on va aller sur le terrain de la pathologie, parce qu'en fait, au départ, il faut aussi apprécier ces gens comme des gens malades. Ils ont un problème. S'ils prennent beaucoup de drogue et qu'ils n'arrivent pas à s'en extraire. Et puis ensuite, naturellement, lorsqu'on se présente au tribunal, eh bien, on a souvent fait toutes les démarches préalables. C'est-à-dire qu'on est suivi, on a fait des soins, on est déjà sevré, on a été interné pour se faire soigner, etc. Et forcément, la peine, elle est plus réduite parce qu'en fait, il y a eu un effort, il y a eu une forme de réhabilitation du conducteur. Est-ce que vous pouvez nous donner une peine type? Par exemple, première fois que vous êtes, pas d'accident, hein, bien sûr, mais première fois, vous êtes contrôlé, vous avez bu, allez, on va dire 1 gramme, par exemple, d'alcool, ou première fois, vous passez. La peine type, c'est quoi? C'est 6 mois de suspension de votre permis, 6 points sur le permis qui saute, et une peine d'amende de 400 €. Pas de peine de prison? Surtout pas à ce niveau-là. Et en cas de récidive? Alors, en cas de récidive, vous parliez tout à l'heure d'un animateur. Lui, il encourt, puisqu'il est en récidive, avec du stup, jusqu'à 4 ans de prison. Il n'aura évidemment pas de peine de prison. Il aura certainement ce qu'on appelle de la prison probatoire, c'est-à-dire qu'en fait, il sera suivi pendant un certain délai parce qu'on considère qu'il y a une pathologie, il y a des soins qui doivent être prodigués. La peine automatique d'annulation de son permis de conduire. Alcool ou stup, ce sont des peines automatiques. Le juge ne peut pas y déroger. La peine obligatoire, alors je préciserai, la peine obligatoire de confiscation du véhicule. C'est-à-dire qu'en principe, le juge doit prononcer cette peine, et s'il ne la prononce pas par exception, il doit expliquer pourquoi. Bon. Et puis, vous avez une amende qui sera fixée en fonction des revenus de la personne. Donc voilà, le cas du récidiviste, c'est annulation du permis 6 mois, peine de sursis probatoire pendant 2 ans. En plus, un élément nouveau, lorsque vous êtes une personnalité publique, que vous êtes en plus un animateur
puisqu'on parlait de Christophe de Chavannes tout à l'heure, sur le service public, il y a quelque chose de l'ordre de l'exemplarité qui joue et qui peut, effectivement, là c'est une peine qui est non inscrite par le code pénal, mais qui peut, c'est la rançon de la gloire, dira-t-on, qui peut lui être infligée, et ça c'est pas une peine pénale. Alors, je vais vous faire 2 observations rapidement. La première, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de passe-droit, parce que le gendarme l'a interpellé et il y en a plus aujourd'hui. Il a fait son job. Non, mais voilà. Il y en avait il y a 40 ans ou 50 ans. Il y a 50 ans, il y en avait. Les gens disaient on fait sauter. C'était l'expression. Exactement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et puis, le juge est assez neutre là-dessus. Il est assez imperméable sur la personne qu'il est en face de lui. Il regarde le casier, il regarde le dossier. Et au contraire, parfois même une personnalité, ça peut jouer contre lui. Donc, il sera jugé comme tout le monde, heureusement. Eh ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Jusson. C'est toujours très intéressant de. Vous aimez le Nutella? J'adore ça. C'est vrai? Oui, j'adore. J'en mange encore. Et il vient d'arriver. J'ai des jeunes adultes et adolescents à la maison. Bon, donc forcément, ça fait partie des achats. Alors ça, on peut en manger. C'est pas contrôlé par la gendarmerie. Non, c'est contrôlé par la balance. Ouais. Vous savez, oui, je suis d'accord avec vous. Regardez, il est arrivé. Vous savez pourquoi on parle du Nutella aujourd'hui? Parce que Francesco Rivella, il avait 97 ans, c'est le chimiste italien qui était le bras droit du patron historique de l'entreprise Ferrero, et c'est lui qui a inventé le Nutella. Vous vous rendez compte? Le type qui a inventé le Nutella, le génie que c'est?